Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé hier au Niger. Après avoir été reçu au palais de la présidence par le président de la République Bazoum Mohamed, le secrétaire d'État américain accompagné par le ministre nigérien des Affaires étrangères Hassoumi Massaoudou était face à la presse. Le résumé avec Ismaël Moumouni. C'est en plein canicule que le secrétaire d'État américain foule le sol nigérien. Anthony Blinken a été accueilli à l'aéroport international Dior Hamani de Niamey par le ministre des Affaires étrangères, puis direction la présidence. En face de la presse, le ministre a martelé que les États-Unis demeurent l'un des meilleurs partenaires du Niger. Les États-Unis, je voudrais le dire ici, le rappeler rapidement, comme chacun le sait, sont un de nos principaux partenaires, tant en matière de coopération au développement qu'en matière de coopération à la sécurité, dans notre sécurité et la défense. Nous avons l'intervention des États-Unis dans la coopération civile à travers les actions de l'USAID, que tout le monde connaît ici, et l'action multiforme dans l'ensemble des secteurs prioritaires de notre pays. Nous avons aussi cette action des États-Unis dans le cadre du LCC national, lui aussi intervenant dans des secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'irrigation, les pistes rurales pour créer les conditions de la croissance. Nous venons aussi de signer dernièrement à Washington un compact régional dans le cadre du MCC avec le Bénin pour réduire les coûts du corridor, qui est un corridor vital pour notre pays, par lequel passe presque l'ensemble de nos exportations et de nos importations. Donc la réduction de ces coûts, la réduction de ces temps constitue l'objet essentiel de ce compact-là, nous permettant de créer les conditions d'une meilleure compétitivité de notre économie. Le volume total, évidemment, nous avons aussi la coopération militaire, qui est extrêmement importante. Les États-Unis interviennent dans la formation et la génération de bataillons de forces spéciales. Les États-Unis interviennent dans l'équipement de ces bataillons, dans l'équipement de manière générale de nos forces armées, aussi bien sur le plan terrestre qu'aérien, dans le renseignement, comme vous le savez. Et cette contribution des États-Unis permet à nos forces aujourd'hui d'être plus efficaces et à notre pays d'être résilient aux agressions dont il est l'objet. L'engagement des Nigériens en faveur de la démocratie et celui d'une gouvernance transparente de la part des autorités est salué par le secrétaire d'État. The first American Secretary of State used to be here in that capacity, but I was here in my previous job as Secretary of State in 2015, and I'm so appreciative of the incredibly warm welcome that we've had today. We have here in the United States a deep but also growing bond. We have a genuine and responsive partnership that allows us increasingly to deliver on our shared priorities. I saw it already back in 2015, the strength of that partnership, and I'm honored to return today to see it move forward in very significant ways. As President Bazoum said, Niger is a young democracy in a challenging part of the world, but it remains true to the democratic values that we share. And Niger has been quick to defend democratic values under threat in neighboring countries. Niger's leaders have distinguished themselves in the face of other pressing challenges, from violent extremism to the climate crisis. In each case, Niger has prioritized inclusion, community engagement, pragmatic solutions. The United States is committed to the close partnership that we forged together and to make it even closer. Pour une visite de 48 heures, Anthony Blinken est le premier secrétaire d'État américain à venir au Niger. Cette venue témoigne des bonnes relations entre le Niger et les États-Unis. Ouverture ce matin à l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire du Parlement des jeunes du Niger au titre de l'année 2022. Les travaux de cette session vont durer 3 jours sous la présidence de Mademoiselle Kaltoum El Haj, présidente du Parlement junior nigérien. Retrouvons Ismaël Moumouni.
Une répartition à l'image de la représentation nationale, les membres du Parlement des jeunes sont répartis sur l'ensemble du territoire national ainsi que de la diaspora. Ces jeunes dont l'âge varie entre 15 et 17 ans, sélectionnés à partir de leurs résultats scolaires, organisent ainsi leur deuxième session ordinaire. Le président du réseau parlementaire sur les questions relatives au Parlement des jeunes et de la protection de l'enfant, après avoir remercié le président de l'institution pour l'accompagnement, est revenu sur l'importance du Parlement des jeunes. La mise en place d'un Parlement national des jeunes a donc très vite été envisagée comme une alternative capable d'aider à l'atteinte de plusieurs des objectifs assignés au réseau. Le Parlement des jeunes lui-même vise le développement de la culture démocratique auprès des jeunes, l'éveil des jeunes à la culture de la paix et de la tolérance, le développement du sens de responsabilité sociale des jeunes, le développement de la participation active des jeunes à la promotion de leurs droits et leurs devoirs puis à la recherche de solutions à leurs problèmes. L'initiative des jeunes à la procédure parlementaire, l'encouragement, l'adoption et la mise en œuvre de plans d'action relatifs à l'épanouissement des jeunes, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la formation. Après les avoir exhortés à doubler d'efforts afin de capitaliser les enseignements, le premier vice-président de l'Assemblée nationale s'est penché sur l'insécurité qui vivent au quotidien les populations dans certaines localités de notre pays et qui impacte sérieusement l'éducation scolaire, avec une conséquence la fermeture de nombreuses écoles et le déplacement des populations. Nous pouvons, à cet effet, nous réjouir du retour progressif de la sécurité dans plusieurs localités. Si cette tendance se poursuit, la réouverture de plusieurs écoles dans les zones en crise peut être envisagée dès la rentrée prochaine, en octobre. En effet, grâce aux efforts inlassables de nos vaillantes forces de défense et de sécurité et les succès engrangés sur les groupes armés terroristes, le contrôle de l'intégrité de notre territoire se renforce et l'espoir d'un retour de nos enfants dans leur localité et dans leur école est désormais envisageable. Aussi, j'en appelle, chers députés juniors, à votre sens élevé de responsabilité, de résilience et d'amour pour notre pays. Quant à la présidente du Parlement des jeunes, elle a abordé les thèmes qui seront débattus au cours de cette session, comme la problématique de l'éducation dans un contexte d'insécurité, le rôle de la jeunesse dans la culture, ainsi que la préservation de la paix. Une autre question qui interpelle la jeunesse liée à la mendicité, en ce qu'elle affecte la jeunesse, sera également à l'ordre du jour. Chers collègues jeunes parlementaires, la pertinence de telles questions, ainsi que l'effort des uns et des autres pour nous outiller face à des questions aussi sensibles, appelle de notre part une participation assidue et attentionnée. Je vous invite donc à vous investir afin de tirer le meilleur de notre présence session. À ceux qui se sacrifient nuit et jour pour notre formation, je leur exprime toute notre reconnaissance au nom de tous les jeunes parlementaires. Ils nous évitent aussi de tomber dans le piège de la désinformation, surtout dans un contexte fait de réseaux sociaux, peu soucieux de filtrer ou même de vérifier certaines informations. Ce faisant, ils jouent leur partition dans la formation des responsables de demain. Mesdames et messieurs, chers collègues députés juniors, je ne voudrais pas terminer mes propos sans réitérer tous nos remerciements à tous et sans faire la promesse au nom de mes collègues d'un bon usage de tous ces outils que vous mettez à notre disposition. Durant les travaux et dans le cadre de l'apprentissage de la démocratie et de la vie parlementaire, ces jeunes parlementaires vont effectuer des simulations de travaux législatifs en commission sous l'encadrement du personnel technique de l'Assemblée nationale.
L'instance dirigeante du syndicat national des agents de douane SNAD a été ce matin face à la presse à travers un point de presse. Le dossier dit des admis suite au dernier concours de recrutement a constitué l'essentiel de cette sortie médiatique. Le résumé avec Boubacar Ibrahim. Il s'agit à travers ce point de presse d'éclairer l'opinion sur les tours et contours qui trament ce dossier qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Cette affaire de recrutement de spécialistes en douane a commencé en avril 2018. Si on continue, ça fait quand même 5 ans, un peu moins de 5 ans. Du temps où, pour ceux qui se rappellent, du temps où Hassoumi Massaoudou était ministre des Finances. On pourrait même dire que c'était à son initiative parce qu'il a été relevé que pour la gestion de certaines données en rapport avec les recettes et les statistiques, il faut une autre catégorie de personnel spécialisé, notamment en économétrie, en statistique, en informatique, pour aider les agents de douane à effectuer leurs tâches, et surtout, encore une fois, dans la gestion des recettes. À l'origine, déjà, l'idée n'était pas de recruter des agents de douane. Ça, c'est important qu'on le comprenne. Et mieux, selon l'initiateur, ou toujours à l'origine du ministre de l'époque, c'est que c'était un recrutement qui devait être fait sous les auspices, ou je dirais sous l'égide de la fonction, du ministère de la fonction publique. Face aux doutes et critiques qui se perpétuent, Hamadou Tchekoura Daouda n'a pas manqué de se montrer assez exhaustif. De l'idée de départ, on se retrouve à envisager un recrutement massif sans tenir compte, un recrutement direct, sans tenir compte des besoins de l'administration et encore moins des conditions d'accès au cadre de douane contenu dans le statut autonome. Ça, on en a fait fi. Et la raison est toute simple, c'est que ces responsables-là, à l'époque, chacun était préoccupé à amener des gens à eux. C'est ça, malheureusement. Et cette situation les a amenés à triturer, à tripatouiller les conditions d'accès au cadre des douanes, jusqu'à un moment, le statut à lui-même a été mis de côté, parce qu'il fallait tenir compte du profil et du curriculum de chacun qu'on veut amener. Voilà une réalité qu'on cache et qu'on ne dit pas à l'opinion. Dès le lendemain déjà, quand les arrêtés d'ouverture ont été rendus publics, le SNAD a attiré l'attention, a sonné l'alerte. Devant qui de droit d'abord, pour dire faites attention, les arrêtés que vous venez de sortir là en vue d'organiser les concours là, les arrêtés là ne sont pas conformes au statut autonome du cadre d'État. Ça n'a pas été écouté. Dans une autre argumentation, le SG du SNAD s'est montré déçu des réponses que donne le ministre à chaque fois qu'il est interpellé sur les textes statutaires de la douane, objet des violations selon lui dans ses concours. En toute logique, nous avons eu la réaction qu'on doit avoir en tant que syndicat, soucieux de la préservation de notre cadre légal et réglementaire. Parce que chez nous, au SNAD, le respect du statut, ce n'est pas quelque chose qui se discute. C'est même une sorte de sacerdoce qu'aujourd'hui, que vous touchez au statut, même à l'interne, les collègues savent de quoi il s'agit. Quand d'un point de vue statutaire, vous avez un avantage, vous allez en jouir. Ce que le statut ne permet pas, on s'oppose en tant que syndicat, même étant militant. De l'interne, on ne l'a pas accepté, de l'externe, on ne peut pas l'accepter. Donc, le ministre a dit en tout cas qu'il assume, parce que quand on a attiré son attention, il dit qu'il doit continuer la finalisation du processus à bien que pour là. Il a dit, même du fait que ça viole le statut autonome, il a répondu oui et qu'il s'assume. Voilà pour la première fois, je vois un ministre de la République qui assume la violation des textes de la République. Face au respect des principes réglementaires du Code de la douane, le syndicat national des agents des douanes dit rester ferme et ne compte pas baisser les bras. Ouverture à ce vendredi 17 mars à la primature de la première session ordinaire du comité de haut niveau chargé de piloter le projet d'amélioration de l'accès des femmes et des filles à des services de santé et de nutrition. Le projet Lafia Yali est un projet financé et mis en œuvre par la Banque mondiale. Le compte rendu.
Réduire le taux de croissance et le taux de fécondité chez les adolescentes, c'est l'objectif visé par le projet Lafien Yali, financé par la Banque mondiale, dont la présente cérémonie consacre l'ouverture de la première réunion de haut niveau chargée de piloter le projet d'amélioration de l'accès des femmes et des filles à des services de santé et de nutrition. Le projet encouragera l'adoption de comportements propices à la hausse de la demande des services de santé et de nutrition. L'accélération de la transition démographique et l'amélioration du capital humain au Niger exigent de nous une vision transformationnelle et un engagement sans faille dans des efforts et à long terme. C'est pourquoi le projet Lafien Yali s'est inscrit dans une approche pragmatique multiphase avec pour objectif de réduire les retards de croissance et les taux de fécondité chez les adolescentes. Cette approche permettra d'améliorer les résultats dans le développement du capital humain dans notre pays. Le développement du capital humain, faut-il le rappeler, est le troisième axe de la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, chef du gouvernement, qui reprend un vœu cher de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Bazoum, exprimé dans le programme de Renaissance Acte 3. Le projet vise également à renforcer l'accès à l'éducation, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène, la protection sociale et l'agriculture. Après examen du projet et de son plan d'action, le comité de pilotage donnera des orientations pour la bonne exécution du projet. Le comité de pilotage de haut niveau est l'organe d'orientation, de décision et de supervision de la mise en œuvre effective du projet Lafien Yali. Plus spécifiquement, il est chargé d'approuver les programmes de travail et les budgets annuels et suivre leur mise en œuvre, de veiller à l'application des recommandations et des décisions prises de façon conjointe par le gouvernement de la République du Niger et la Banque mondiale. En outre, nous examinerons le plan de travail et le budget annuel PTBA 2023 du projet et donnerons des orientations stratégiques à son unité de gestion sur la mise en œuvre des activités. Sachant compter sur la fructueuse collaboration de toutes les parties prenantes dans la réalisation de ce projet, je fonde l'espoir que nous parviendrons à des résultats probants au profit des différentes composantes où les femmes, les filles et les enfants jouissent pleinement de leurs droits pour le bien-être de la famille. À travers le projet Lafien Yali, la Banque mondiale veut donner la priorité au développement et au renforcement du capital humain, ainsi qu'à l'amélioration des services de santé dans les régions les plus pauvres. Les résultats des travaux du projet ROUA conduit par Open Mapping Hub à travers OpenStreetMap Niger ont été présentés ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey. Les travaux de ce projet ont concerné la commune de Fakara et Ngonga du département de Boboy, région de Dosso. Le compte rendu avec Nafisa Yahya. Pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les communes de Fakara et Ngonga, situées dans le département de Boboy, région de Dosso, un projet dénommé ROUA a été mis en œuvre par Open Mapping Hub. Les travaux de ce projet qui ont duré 4 mois ont été conduits par l'association OpenStreetMap Niger. Le projet ROUA, c'est un projet pilote de 4 mois. C'est un projet de humanitaire OpenStreetMap qui a été exécuté par son pôle d'Afrique de l'Ouest et du Nord, qu'on appelle le Hub, en collaboration avec la communauté OpenStreetMap Niger. Donc les objectifs étaient d'inventorier les ouvrages hydrauliques et aussi d'autres thématiques associées pour
l'analyse sur la qualité et aussi l'accès à l'eau potable dans les communes de Fakara et Ngwanga. Le projet a atteint ses objectifs. Comme vous le constatez, les partenaires qui sont les partenaires directs, les deux communes, à savoir la commune de Ngwanga et de Fakara, ont beaucoup apprécié ce projet-là et aussi la donnée issue de ce projet-là. Donc nous, quand même, ça nous réconforte vraiment dans le travail que nous faisons, surtout que c'est un travail de bénévolat. Présent dans 24 pays de la région ouest africaine, le Mapping Hub s'est consacré à la cartographie au service du développement. Hut Humanitarian OpenStreetMap couvre 94 pays. On a 4 hubs. Un hub qui se trouve pour l'Afrique de l'Ouest et du Nord, que je dirige. Un autre hub qui se trouve en Afrique de l'Est et du Sud. Et un hub qui se trouve pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Et un hub pour l'Asie-Pacifique. Donc ces 4 hubs, si vous voyez on couvre tous 24 pays en général, autour de 24 pays, et donc couvre presque toute la planète entière. Cela parce que aussi quelque part les pays européens et l'Amérique du Nord sont assez cartographiés. Les communautés OSM, nos volontaires, les HORT, on travaille main dans la main et il y a eu plus de 500 personnes qui ont travaillé pour faire les cartes, pour donner ça aux secouristes, pour que les secouristes puissent venir en aide aux personnes sinistrées. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple de l'importance du travail et comment ça affecte les vies, surtout quand il concerne ça, il y a des désastres. Quand il y a des désastres, aujourd'hui, la plupart des ONG et des institutions utilisent les données OpenStreetMap. Parce que ces données sont disponibles, accessibles à tous, et c'est des données ouvertes. Ce n'est pas des données privées. Et l'information est beaucoup plus précise. Parce que les données qu'on a à travers les satellites, à travers les images satellitaires, sont certes bonnes, mais la précision dont on a besoin, cette précision-là, on la trouve seulement sur OpenStreetMap, parce qu'il y a les équipes terrain qui viennent confirmer ces données-là à travers les activités qu'ils font sur le terrain. L'occasion a enfin été saisie par les maires des deux communes qui ont bénéficié du projet ROI pour saluer le travail abattu par Open Mapping Hub et au-delà tous les bénévoles qui ont participé à l'atteinte des résultats très encourageants enregistrés. Les habitants de Dosso font face à un problème d'eau potable depuis quelques temps. Les autorités régionales sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions à quelques jours du mois béni de Ramadan. Le reportage est signé Séniaï depuis Dosso. Le département de Dosso, plus précisément la ville, subit ces dernières années un problème d'insuffisance d'eau potable. En effet, depuis environ 7 ans, l'eau du robinet se fait rare le jour de manière progressive, hélas, dans la plus grande partie de la ville de Dosso. Pour s'en approvisionner, les habitants des quartiers comme Sirembaï, Tondobon, bref, la majorité de la ville est obligée de se réveiller vers 3 heures du matin avant que l'eau disparaisse vers 5 heures. Donc, seulement 2 heures de temps de desserte. Ce qui a amené la représentation locale de la société civile, sous la conduite de Hamadou Moumouni, à mettre à profit cette journée mondiale des consommateurs pour déposer son mémorandum. Cette journée du 15 mars est une journée qui est consacrée au niveau mondial comme une journée des consommateurs. Donc, la société civile, le cadre de concertation de la société civile indépendante du Niger a jugé chaque année de commémorer cette journée à travers des activités partout. Nous, au niveau de la région de Dosso, nous avons jugé utile de prendre les problèmes au niveau local, les problèmes qui passent de Dosso. Or, on a constaté un problème crucial dans la région, particulièrement dans le département. On a cherché les données, on a jugé utile de faire d'autres activités, d'écrire un mémorandum au Premier ministre, chef du gouvernement, pour que entendre les problèmes de la région de Dosso. Un mémorandum qui a fait ressortir que le département de Dosso dispose de 111 mini-additions d'eau potable, dont 38 en panne et dont 11 au niveau de la commune de Dosso sont toutes en panne. Ou encore que le département de Dosso, estimé à 414 583 habitants,
d'où un besoin de 13 492 équivalents points d'eau potable, ne disposent que de 10 733, dont là aussi 53 sont en panne. Ce qui a suscité cette réaction du secrétaire général de la région de Dosso. Cette année 2023, en tout cas à travers le programme spécial du président de la République, le programme de la Renaissance Acte 3, et les partenaires techniques et financiers du Niger, beaucoup de choses sont prévues, en tout cas, sont en cours de réalisation dans la région de Dosso, en ce qui concerne l'eau. Je peux vous citer quelques exemples. Au niveau de la ville de Dosso, le maire à côté, tout le monde est témoin que 2 forages sont en cours. 3 forages sont en cours 3 forages équipés sont en cours de réalisation au niveau de la ville de Dosso. Ce forage équipé, en tout cas, doit renforcer la production de 8 000 m3 à 11 000 m3, qui peut largement suffire, en tout cas, à cette population. Donc ça, c'est une avancée significative. En somme, la pénurie d'eau potable inquiète toute la population de Dosso, qui se demande d'ailleurs pourquoi cela, alors que la nappe d'eau souterraine est à moins d'1 mètre dans certains endroits. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.